d'école vous présente l'histoire du Canada par Jean Lamarre. Cours 4. Vers la Confédération, 1850-1867. Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'histoire du Canada. Aujourd'hui, je vais vous entretenir du contexte socio-économique et politique qui mène les élites politiques canadiennes à considérer de plus en plus sérieusement la possibilité de créer la Fédération ou la Confédération canadienne. Alors, comme on l'a vu lors du dernier cours, le milieu du 19e siècle marque un moment important dans l'évolution du Canada. L'industrialisation qui s'amorce va nécessiter des ajustements économiques particuliers. Au niveau politique, durant cette période, on va se rendre compte que l'acte d'union de 1840, qui était censé régler tous les problèmes, rappelez-vous, on croyait être en mesure de marginaliser le pouvoir politique des Canadiens français, mais on va se rendre compte, durant cette période, entre 1840 et 1864, que l'acte d'union ne solutionne pas tous les problèmes politiques. Dans ce contexte, où il y a des changements économiques importants qui nécessitent des ajustements, où on se rend compte que l'acte d'union n'a pas donné ou ne donne pas les résultats escomptés, l'idée d'unir toutes les colonies britanniques, l'idée énoncée par Lord Durham en 1839, va refaire surface. Aux yeux des élites coloniales et éventuellement de Londres, la restructuration politique et économique des colonies va sembler une solution pour résoudre les difficultés auxquelles sont confrontées les colonies. Et c'est ce processus-là qui va aboutir à la naissance de la Confédération en 1867. Alors, examinons un peu les origines, les causes, le contexte socio-économique qui explique pourquoi on commence de plus en plus sérieusement à considérer l'idée de créer une confédération comme quelque chose de possible et de viable. Alors, il y a deux types de facteurs qui vont influencer les élites politiques coloniales et les mener à examiner de manière plus sérieuse la possibilité de créer une union de toutes les colonies, soit une confédération. Il y aura des facteurs externes et il y aura des facteurs internes. À titre de facteurs externes, il faut naturellement prendre en considération la présence des États-Unis au sud. Il faut d'abord voir dans un premier temps que les États-Unis ont amorcé leur processus d'industrialisation beaucoup plus tôt qu'au Canada. Le processus d'industrialisation aux États-Unis s'amorce timidement à la fin du 18e siècle, mais de manière beaucoup plus significative à partir des années 1820. Donc, les États-Unis sont en avance un peu du Canada au niveau économique, et ça va poser certains problèmes. Les élites politiques et économiques canadiennes craignent que cet avantage américain puisse avoir des désavantages particuliers pour le Canada, notamment que la production manufacturières américaines viennent finalement être écoulées sur le marché canadien et nuisent ou retardent en quelque sorte le processus d'industrialisation aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on doit prendre en considération comme facteur externe, c'est l'émergence du mouvement annexionniste au Canada uni notamment. On en a parlé il y a déjà quelques cours. Ce mouvement annexionniste s'est développé à la fin des années 1840 en réaction à la fin du protectionnisme britannique sur des produits comme le bois et le blé. Donc, ces commerçants, à partir du moment où ils ne pourront plus jouir de la protection de l'Angleterre dans leur commerce avec l'Angleterre sur ces produits particuliers, vont arriver à la conclusion que si l'Angleterre refuse d'aider les colonies, il est préférable à ce moment-là pour ces colonies de s'annexer tout simplement aux États-Unis et de profiter du large marché américain. Troisième élément qu'on doit prendre en considération comme facteur externe, la question de l'expansion territoriale. Rappelez-vous la guerre de sécession, rappelez-vous la fin de la guerre de sécession, l'appui britannique aux États du Sud, tout ça avait laissé entendre que les États-Unis auraient peut-être intérêt à prendre de l'expansion plus au nord. Donc, cet élément-là fait craindre que si les colonies britanniques restent isolées les unes des autres, il sera peut-être plus facile pour les États-Unis, éventuellement, de prendre de l'expansion dans leur nord-ouest. Donc, on pense que si les colonies se réunissent, créent une fédération ou une confédération, il sera plus facile pour cette fédération-là de pouvoir compter sur ou prendre possession en quelque sorte du nord-ouest avant que les États-Unis puissent y mettre le pied. L'autre élément important qu'on doit prendre en considération pour expliquer l'intérêt, si on veut, des élites politiques à l'égard du projet de fédération, c'est le problème de défense.
Ce problème de défense avait déjà été soulevé lors de la guerre de sécession, mais rappelez-vous aussi que dès 1850, l'Angleterre va signaler à ses colonies britanniques qu'elle a l'intention de s'impliquer de moins en moins, si on veut, économiquement, financièrement, pour soutenir la défense de ces colonies. Que dorénavant, ce seront les colonies elles-mêmes qui devront finalement s'occuper de leur propre défense. Donc ça, c'est un élément important aussi. Un dernier facteur qu'on doit prendre en considération pour expliquer le contexte qui mène à un renouvellement, si on veut, de l'intérêt pour créer une fédération, une confédération canadienne, c'est la fin du traité de réciprocité. Alors, on se rappelle que les États-Unis vont indiquer en 1865 qu'ils n'ont pas l'intention de renouveler le traité de réciprocité, qui va se terminer officiellement en 1866. Or, pour les colonies britanniques, ce traité de réciprocité, c'était un élément fort important pour leur stabilité économique. Alors, vous vous rappelez que les États-Unis vont abroger ce traité de réciprocité tout de suite après la fin de la guerre de sécession, parce qu'ils vont pouvoir compter dorénavant, à partir de 1865, sur un Sud qui ne sera plus esclavagiste, donc un Sud qui va se rallier en quelque sorte au développement économique industriel qui était celui du Nord jusque-là. Donc, le Nord va pouvoir compter donc sur de nouveaux débouchés pour leurs produits, le marché du Sud. Donc, sentira beaucoup moins le besoin de maintenir, si on veut, un traité de réciprocité avec le Canada qui possède une population de 3 millions, alors que finalement, le Sud compte sur une population de 9 millions. Sur ces 9 millions, naturellement, il y a 4,5 millions d'anciens esclaves, mais qui sont devenus, à travers la guerre de sécession, mais surtout l'abolition de l'esclavage, 4,5 millions de consommateurs potentiels. Alors, on comprend bien, je pense, mieux la raison pour laquelle les États-Unis décident de mettre un terme au traité de réciprocité et de se concentrer sur son propre territoire. Donc, ce sont les facteurs externes qui vont jouer, qui vont alimenter en quelque sorte la réflexion des élites politiques coloniales et qui vont les amener éventuellement à s'intéresser de plus près à l'idée de la fédération ou de la confédération. Il faut comprendre aussi dans ces facteurs externes la centralité en quelque sorte des États-Unis. On l'a vu au niveau de l'industrialisation des États-Unis, quel effet ça pouvait avoir sur les élites économiques canadiennes. On a vu le mouvement annexionniste aussi qui va être important, qui va démontrer en quelque sorte chez les commerçants canadiens leur intérêt à s'annexer éventuellement aux États-Unis si l'Angleterre continue de ne pas finalement satisfaire à leurs exigences. On a parlé de l'expansion territoriale, ça aussi c'est un élément fort important. Les États-Unis reluquent le nord-ouest de l'Amérique du Nord. Les colonies canadiennes aimeraient bien pouvoir s'y développer, donc là aussi c'est un autre élément. La question de la défense qui est délaissée de plus en plus par la Grande-Bretagne et qui remet cette responsabilité-là entre les mains des colonies. Et finalement la fin du traité de réciprocité en 1866 qui crée des problèmes importants pour le Canada. Pour toutes ces raisons, l'idée donc de créer une confédération qui donnerait plus de latitude aux colons, qui créerait un marché intérieur plus vaste et qui pourrait compter sur éventuellement un gouvernement central propre à subventionner peut-être certains projets d'envergure, tout ça semble de plus en plus sourire aux élites politiques. Alors, à ces facteurs externes viennent se jumeler des facteurs internes importants. Le premier élément interne important, c'est l'endettement des colonies lié à la construction de chemins de fer. On l'a vu un peu, les colonies, surtout du Canada uni, surtout le Canada-Ouest, va investir énormément d'argent dans la construction des infrastructures, que ce soit la construction de chemins de fer, de canaux, tout ça pour stimuler, si on veut, les communications et stimuler aussi l'économie. Or, pour alléger le fardeau de cette dette et ou pour trouver finalement de l'argent afin de construire de nouvelles voies de chemin de fer, parce que naturellement, le chemin de fer, c'est l'avenir, il faut trouver de l'argent. Et les élites politiques canadiennes se disent que si les colonies s'unissaient, elles seraient donc plus populeuses. Et dans ce nouveau contexte, le gouvernement fédéral pourrait aller emprunter plus facilement et à meilleur taux sur le marché international l'argent nécessaire justement pour construire ces infrastructures sans pour autant égorger la population sous de nouvelles taxes. Donc ça, c'est le premier élément, l'endettement. Et on voit au problème de l'endettement, la solution, c'est de réunir toutes les colonies et de donner finalement un pouvoir particulier au gouvernement fédéral de manière à ce qu'il puisse négocier des prêts au niveau international et obtenir, parce que la population est plus importante, de meilleurs taux d'intérêt.
Sur la scène politique, maintenant, rappelons-nous, malgré l'Union, malgré le fait que l'Union devait régler tous les problèmes politiques que rencontraient les colonies britanniques, et particulièrement le Haut et le Bas-Canada, rappelez-vous de ça, malgré tout ça, des tensions vont continuer de se maintenir. Les divisions vont être aussi importantes au sein des élites politiques coloniales, ce qui va mener carrément le Canada uni vers une impasse politique. Alors, quel est le tableau, si on veut, politique du Canada uni en 1850? En 1850, au Canada-Ouest, va être créé le parti Clear Grits, qui va être dirigé par George Brown, qui est le directeur du journal Globe de Toronto. Il va regrouper les membres de l'aile radicale des réformistes qui étaient mécontents de la modération de Baldwin, qui était un chef du ministère, à l'égard des Canadiens français, depuis les dernières années. Les membres du Clear Grits sont généralement des anti-catholiques notoires et ils s'opposent aux intérêts commerciaux urbains. Ils exigent des écoles non conventionnelles, préconisent l'annexion des territoires de l'ouest du continent et le scrutin secret. Ils proposent aussi que le gouverneur du Canada uni, de même que les conseillers au Conseil législatif, soient élus et non plus nommés. Alors, ce parti-là, les Clear Grits, c'est un parti qui va être très populaire dans les cercles des fermiers protestants au Canada-Ouest. Au Canada-Est, maintenant, on retrouve Georges-Étienne Cartier, un avocat d'affaires très près des intérêts d'affaires des Anglo-Montréalais, qui, lui, va diriger le Parti conservateur, communément appelé au Canada-Est le Parti des Bleus. D'accord? Cartier, c'est un ancien patriote, il faut le rappeler, et qui maintenant, après les rébellions de 1837-1838, croit maintenant en la collaboration entre les Canadiens français et les Anglais. Et il va croire profondément que les Canadiens doivent participer activement au système politique créé par l'Acte d'Union. Selon Cartier, grâce au poids du nombre des Canadiens français, la Constitution de 1840 garantissait aux Canadiens une participation politique active et le maintien de leurs particularités franco-catholiques. Alors, ce parti conservateur, sous la direction de Georges-Étienne Cartier, va regrouper des réformistes satisfaits et des conservateurs. C'est un parti qui représente les intérêts de la bourgeoisie d'affaires de Montréal, surtout anglaise, et du clergé catholique. Alors, naturellement, pour toutes ces raisons, le Parti conservateur de Georges-Étienne Cartier sera très populaire auprès de la population du Canada-Est.